Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, bienvenue mesdames et messieurs, c'est la deuxième édition de Foyo Matin sur les antennes de Foyo Média Africa. Nous parlons, comme vous le savez, à chaque fois d'actualité. Nous avons une séquence d'échange avec un de nos invités avec qui nous essayons de comprendre les jeux et enjeux de l'actualité africaine et mondiale. Et cette fois-ci, Foyo nous attend jusqu'en Saint-Pétersbourg, voilà, c'est en Russie. Avec l'actualité tout autour, c'est l'attentat de Saint-Pétersbourg qui a vu la mort d'un blogueur militaire russe. Eh bien, la grande question que l'on se pose ce soir, c'est sur le silence complice aux coupables de l'Occident collectif. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas le premier attentat, puisque le 20 octobre 2020, le premier attentat contre une journaliste russe, Daria Dugina Platonova, en plein Moscou, inaugurait cette stratégie très questionnable. Le 8 octobre de la même année, c'est le pont de Crimée qui sera la cible cette fois-ci. Et donc, le 2 avril, il y a de cela 2 jours, cette fois-ci, c'est au tour de Saint-Pétersbourg de passer à la trappe sous le coup. Cet influent blogueur militaire est lâchement tué et 23 autres personnes grièvement blessées. Alors, d'après les services spéciaux russes et bien d'autres sources, les premiers soupçons portent sur les autorités de Kiev. Suspicion d'autant plus légitime que l'on observe un silence des capitales occidentales habituées pourtant à condamner les actes du genre, ainsi qu'un traitement tout à fait complaisant de ce type d'actualité par leurs médias. Parfois même, les alliés de Kiev ne cachent pas une certaine satisfaction de voir le terrorisme ainsi frapper la Russie, comme avec le sabotage des gazoducs de Nord Stream 1 et 2, c'était en novembre 2022. Et donc, d'où tous les questionnements que nous avons ce matin. Que cache ce silence de l'Occident collectif? Est-ce un silence complice? Le terrorisme est-il tolérable quand il frappe les adversaires de l'Occident? Quelles conséquences dans la lutte globale contre le terrorisme? Et finalement, quelles leçons pour l'Afrique? Eh bien, voilà tout ce qui nous intéresse, le menu de cette édition de Foyo Matin. Et bien sûr, pour en parler, nous avons notre sociopolitologue, et donc Jonathan Batengene est avec nous, très exceptionnellement, le matin. Joe, bonjour. Bonjour Bachir Mohamed Adam, bonjour à tous ceux qui se réveillent et captent cette magnifique station For You. Et comme ça se dit, For You les atteint, oui, et For You le matin. Tout à fait. En tout cas, c'est un très beau jeu de mots. Nous saluons aussi particulièrement les militants du NMP, oui, avec qui nous avons quand même passé un excellent week-end. Le président national du NMP, oui, président Bandakani, qui a eu deux allocutions alors là, très remarquables, oui, très remarquables. Des messages forts portés depuis la capitale camerounaise. C'était, oui, un régal de l'écouter. Tout à fait. Merci au président samedi et dimanche pour agréable réveil à lui et à la première dame. Voilà, panafricaniste, c'était la partie 2. Le nouveau mouvement populaire a donc rassemblé vraiment une foule immense du côté de la capitale politique, Yaoundé. En tout cas, on y reviendra certainement avec le président Bandakani dans le cadre d'une de nos éditions et il nous fera un condensé de tout cela. En attendant, parlons, Jonathan Batengene, de cet attentat de Saint-Pétersbourg. Que doit-on savoir déjà? D'abord, il faut savoir que l'attentat survient alors qu'on observe au niveau, et c'est d'ailleurs la tendance, hein, au niveau de l'Ukraine, une sorte d'affaiblissement sur le front. On avait remarqué cela déjà au mois d'août 2022. C'est que lorsque les Ukrainiens reculent sur les lignes de front, lorsque ça devient difficile, il procède par d'autres stratégies, notamment la stratégie de terroriste. Oui. Ça a été le même procédé avec le pont de Crimée. On se souvient que l'attaque contre le pont de Crimée avait précédé la contre-offensive ukrainienne, oui, qui a permis la récupération d'un certain nombre de villes, avec le retrait des Russes. Ici, on est dans une autre attaque. Et puis, il faut noter que la cible, hein, il y avait, oui, deux cibles de choix. D'accord. La première cible, c'était Eugénie Prigogine. Vous savez, Eugénie Prigogine, c'est le patron de Siwa Security, oui, qui était invité parce que c'était une fête où un commissaire militaire, qui est lui également blogueur,
il accompagne, pour ceux qui ont déjà, il a une chaîne Telegram, je crois c'est Slaviansk. Oui. Il va sur les fronts, il est l'un des animateurs de Slaviansk, il va sur les fronts, il recueille les données et la Russie en a comme ça plusieurs qui vont sur les fronts, ils recueillent les données et ils reviennent. Il était réputé, très réputé pour ses articles sur le front. C'est Taski. C'est son surnom, Taski. Oui, oui. Il a son nom soldat, c'est un peu commun pour nous. Oui. Mais c'était quelqu'un qui avait toujours des informations. On se souvient que c'est lui qui a filmé certaines images inédites dans la prise de Mariupol. Oui. On l'a également vu à Bakhmut. Donc c'est quelqu'un qui avait des informations. Il a retracé une certaine vérité dans le massacre le prétendu massacre de Boutcha. Voilà, oui. Ça fait très mal à toute la propagande occidentalo-ukrainienne parce que les Ukrainiens avaient revendiqué à connaître les auteurs du prétendu massacre de Boutcha et après, grâce à Taski, on était au fait de la réalité. Donc, c'est un poids lourd de la communication dans ce conflit. C'est un des porteurs de la vérité qui était la cible, mais il était la cible collatérale. Parce qu'il était la cible parce que l'attentat se passe chez lui. La cible collatérale parce que la véritable cible, c'était Eugénie Prigojine, qui est le patron de Siwa Security, qui est réputé nom de code OTAN, c'est Wagner. Donc, cette compagnie militaire privée est responsable des opérations sur le front de Bakhmut. Et vous remarquez qu'avec l'affaiblissement des lignes de front, ukrainiennes, l'avancée russe, certainement il s'agit encore là d'une méthode qui a été préconisée par les conseillers de Kiev qui pensent que il faut peut-être éliminer les têtes pensantes de la stratégie russe. Et Eugénie Prigojine, d'après les renseignements qu'on a pu avoir, est parti de là 15 minutes avant l'attentat. Oui. Et il y a deux pistes qui se dégagent. La première piste, c'est que la bombe aurait été transmise dans un courrier parce qu'il y a un messager qui a apporté, il y a un messager qui a apporté un paquet. Et la deuxième hypothèse, c'est que la bombe était préalablement installée sur les lieux et la personne a actionné la bombe simplement à ce moment. Mais de toutes les manières, c'est une bombe actionnable à distance. Et donc, on se dit que le mécanisme visait simplement à actionner au moment où certainement Eugénie Prigojine aurait été identifiée. Seulement, la personne n'avait pas toute l'information. Et certainement, c'est une erreur stratégique. Ça rappelle un peu quand même ce qui s'est passé à Nersia également, avec ce colis piégé envoyé. Avec City, avec notre ami City, oui. Tout à fait. Ça rappelle le même procédé, c'est classique avec les services. Vous savez, avec City, des soupçons sont remontés parce que c'est un Espagnol qui a été identifié. C'est un Espagnol qui a été identifié. Il a envoyé le colis depuis le Togo. Il y a les photos, la vidéosurveillance de l'agence DHL qui le montre clairement, qui le filme. Un jeune Espagnol qui a présenté son passeport. Le passeport a été scanné par les services spéciaux russes. Mais il y a de forts soupçons qu'il travaille avec la DGSE française. Alors, mais que faut-il comprendre, Jonathan Batenguini? Quel est le message qui se dégage à travers cette méthode terroriste employée par les adversaires de Moscou? En fait, le mécanisme terroriste, c'est on va dire que finalement, l'Occident assume cet autre versant qui n'est pas nouveau. Dans la lutte contre la Russie, nous avons toujours mobilisé 1976, la première guerre d'Afghanistan avec les Soviétiques. Les Soviétiques vont affronter les Afghans qui seront épaulés par des terroristes. C'est les terroristes de ce qui se deviendra Al-Qaïda et qui se faisait appeler les Moudjahidines dans le contexte afghan. Donc, il y a cette guerre asymétrique que l'Occident utilise toujours chaque fois qu'ils sont confrontés à la Russie, certainement parce qu'ils sont conscients du potentiel militaire assez impressionnant de la Russie sur le plan de la guerre conventionnelle et finalement
c'est une guerre qui s'agence sur plusieurs fronts. C'est une guerre qui s'agence sur le front médiatique, c'est une guerre qui s'agence sur le plan des acteurs non étatiques, et c'est une guerre qui s'agence également sur le terrain militaire. C'est exactement la nature de la guerre que la Russie et l'Occident se livrent aujourd'hui dans le monde. Donc ça fait partie des stratégies que l'Occident utilise pour affaiblir la Russie. Ils veulent utiliser tous les moyens. Et souvenons-nous que c'était le leitmotiv de tous les dirigeants de l'Occident. Il faut utiliser tous les moyens pour affaiblir la Russie. Donc, en ce moment, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils mènent à Rome. Alors, Jonathan Batengini, qu'est-ce qu'on peut dire de cette stratégie? Est-ce que finalement, je veux dire, comment est-ce qu'ils font pour réussir quand même à porter des coups à la Russie, en pleine Russie? On se souvient, la dernière fois, c'était la journaliste en plein Moscou. Aujourd'hui, c'est en plein Saint-Pétersbourg, les deux grandes villes. Alors, est-ce que cela explique que les adversaires de Moscou sont bien préparés, ou alors il y aurait des failles dans le système de renseignement russe qui faciliterait justement ça? S'il faut reprendre le credo de tous les spécialistes de la sécurité, il n'existe pas de sécurité sans risque. Oui. Donc, il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours une fenêtre de risque qui existe, et ça permet aussi au dispositif de s'ajuster, de mieux se préparer à contrer les nouvelles attaques. Donc, le dispositif russe a certainement aussi des failles, et c'est ces failles qui sont exploitées par les adversaires, les Ukrainiens. Il faut noter que les Ukrainiens et les Russes, pendant longtemps, ont eu une histoire commune. Oui. Donc, les uns connaissent un peu la doctrine militaire des autres et les doctrines sécuritaires des autres. Donc, les Ukrainiens ne sont pas si étrangers au dispositif sécuritaire russe. Ils connaissent les failles de ce dispositif, qu'ils partagent avec certainement les experts de l'OTAN, et qui ensemble travaillent à l'exploitation de ces failles-là. La conséquence, c'est que les opérations qui sont bien planifiées, par exemple en matière de terrorisme, peuvent parvenir à un certain objectif. Il faut noter qu'il y a eu un attentat également manqué contre le président Vladimir Poutine, également dans la même période que Daria Dugina. Et si on regarde encore les attaques sur Bryansk, Novgorodsk, dans les grandes villes russes qui sont frontaliers avec l'Ukraine, il faut se dire que non, les Ukrainiens, ils ont quand même aussi connaissance des faiblesses de la Russie. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est la ville, les villes cibles. Oui. On peut admettre qu'il y ait des failles dans le dispositif russe, mais il y a des villes que les militaires peuvent considérer comme étant des villes sanctuaires. Tout à fait. On parle de Moscou, voilà, on parle de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, voilà. On peut comprendre à il faut rappeler que ce sont les deux premières villes du pays. Voilà, les deux principales. C'est la capitale économique et la capitale politique. Capitale politique, c'est Moscou. Capitale économique, Saint-Pétersbourg. Rayonnement culturel impressionnant. Tout à fait, du côté Saint-Pétersbourg. C'est carrément une ville c'est des villes dans lesquelles normalement le citoyen doit se sentir en toute sécurité. Alors, est-ce que cet attentat... Les Russes, quand même, il faut se dire qu'à ce niveau, est-ce que les Russes ont pris la mesure de ce que dans leur capitale politique et économique, un certain type d'acteurs sont actuellement sur leur territoire, parce que celle qui a tué, la terroriste qui a commis l'attentat, elle faisait par des services secrets ukrainiens, et elle a réussi à quitter Moscou, sortir de la Russie, sans pouvoir être rattrapée. Ça veut dire que dans ce dispositif, au cœur de la capitale et au cœur de la capitale économique, il y a des failles qu'il faut très vite ressouder. Alors, ça veut dire que les ennemis ont des cellules dormantes, ça c'est de fait. Oui, il y a toujours des cellules dormantes, ça il faut le dire. Même si on peut le dire comme ça, on dit, bon, il y en a des téléspectateurs qui vont dire, ah, c'est la preuve que les Russes... Non, il faut se souvenir qu'il y a un opposant russe qui a été empoisonné en Angleterre, à Londres, précisément. Et que beaucoup de choses peuvent être faites même à Washington par la Russie. Donc ce n'est pas la preuve que les Russes sont très faibles, non. Chaque grande capitale a ses zones de vulnérabilité. Quand on regarde le nationaliste camerounais Moumié a été empoisonné à Genève, Genève, la capitale de la Suisse. Donc, chaque grande ville a ses vulnérabilités. Et
chaque pays connaît certainement dans son dispositif stratégique les vulnérabilités de ces grandes villes-là et peut l'exploiter dans le cadre d'une confrontation. Alors, quand on cible Saint-Pétersbourg, cher Batengene, est-ce qu'on ne peut pas faire le lien avec quand même le sommet à venir, le sommet Russie-Afrique? On sait que c'est la ville qui va abriter ce grand rendez-vous. Est-ce que cela ne serait pas une façon également de créer de la psychose au niveau des hôtes de la Russie? Alors là, c'est une très bonne question parce que plusieurs leaders d'opinion africains vont se déplacer, plusieurs chefs d'État vont prendre... Nous ne sommes qu'à quelques mois. Hein. Voilà, vont se déplacer également pour Saint-Pétersbourg. Les autorités russes certainement sont en train d'assurer, sont en train de se préparer pour accueillir tout ce monde-là. Eh bien oui, c'est un message. C'est-à-dire au-delà, parce que quand on touche Tatarsky, c'est... le message derrière, c'est regardez la carrure de notre cible. Et regardez également, quand on voit qu'à cette fête, il y avait Eugénie Prigogine. Regardez la carrure de nos cibles. Daria Dugina. Donc, en voulant toucher des personnalités de premier plan, il y a une volonté d'affaiblir l'image de la Russie comme un pays où il y a la sécurité pour toutes ces personnes-là qui vont se déplacer. Parce que l'Occident a... Un pays sur lequel quand même beaucoup de pays africains comptent, notamment sur le plan sécuritaire. Bon, ne disons pas autant compter. Disons juste que en tout cas, collaborant les pays africains collaborent sur le plan sécuritaire. Alors, le message ne serait-il pas celui avec qui vous collaborez, que vous prenez pour le superpuissant, finalement, nous, on peut l'atteindre? Oui, le message, c'est ça. Le message, c'est ça. Mais le message de dissuasion, c'est pas forcément on peut l'atteindre. C'est... sachez-le, votre réunion là-bas n'est pas sécurisée autant que vous le croyez. Vous pouvez être dans la salle et puis ça peut être dans tous les sens. Donc, c'est le message, c'est créer la psychose. Et c'est même ça l'essence du terrorisme. C'est de créer une psychose, c'est de créer des conditions de terreur telles que les individus seront amenés à adopter des positions politiques qu'ils n'auraient pas dû si l'acte de terreur n'avait pas été posé. Et c'est ce que sont en train de faire actuellement tous ceux qui sont dans cette logique-là. Surtout que l'Occident a perdu une bataille, l'isolation de la Russie. Ils ont perdu cette bataille, ils en sont conscients. Donc actuellement, par des actes terroristes, ils voudraient au moins réussir à sauver la face. C'est-à-dire que si les gens prennent peur et disent on ne peut pas se rendre en Russie parce que pour des questions sécuritaires, ce sera aussi une grosse réussite pour eux. L'Occident est très engagé, Jonathan Batengene, dans la lutte contre le terrorisme. Mais pourquoi le silence à ce niveau? Si on écoute le journaliste Seymour Hersh, qui est prix Pulitzer, nous n'avons rien pour valoriser les prix occidentaux, mais nous essayons de voir, parce que quand vous dites que vous avez des mesures, une échelle de mesure, on peut venir quand même voir dans votre échelle de mesure ce que vous valez. On dit, si dans votre échelle de mesure vous êtes le meilleur, bon, on dit, lui il est le meilleur dans leur échelle de mesure. C'est pas le nôtre, donc on préfère d'abord faire cette précision. Mais c'est un prix Pulitzer, c'est carrément l'équivalent c'est le prix le plus prestigieux du journalisme, dans leur conception du journalisme. Et ce monsieur mène une enquête sur les Nord Stream 1 et 2, il révèle que l'affaire a été commise par des acteurs qui appartiennent aux gouvernements occidentaux, que ce n'est pas la Russie qui est responsable. Vous avez le patron des services de renseignement allemand qui vient le démentir. Vous avez le New York Times qui sort une enquête tronquée en disant qu'il s'agirait plutôt de groupes pro-ukrainiens qui n'ont même pas la technologie pour bien défendre leur territoire. Mais ils ont la technologie pour aller attaquer des pipelines à plus d'1 kilomètre, c'est-à-dire que c'est au-delà même de ce que leur marine conventionnelle est capable de faire. Donc on prête à des groupes informels des capacités supérieures à celles d'un État. Et le dit État lui-même était en faillite. Donc, la presse occidentale qui a traité de la question, quand on regarde la tendance, il y avait un son de cloche positif. Oui, Nord Stream a été touché, c'est une bonne chose. La Russie va arrêter Donc il y a comme une sorte de réjouissance, de satisfaction. L'attentat était la bienvenue. Oui, en Occident, oui. L'attentat contre Daria Dugina, il n'y a pas eu de condamnation. L'attentat contre Tatarsky, il n'y a pas de condamnation. Les capitales occidentales se comportent
exactement dans le sens où elles disent les morts victimes de terrorisme en Russie, non seulement ça ne nous gratte pas l'os, mais en plus, ça nous conforte. Il faut que cette Russie sente le plus mal dans sa chair. C'est ça. Et ça nous amène, nous, dans le monde que nous sommes en train de construire, à nous poser une question. Quel monde l'Occident envisage-t-il? Ses adversaires ont-ils le droit d'être mutilés, d'être gratuitement violentés, d'être terrorisés? Et il va jouir de la satisfaction de les voir ainsi dans le malheur. Et ça, le monde, le fameux jardin que décrit M. Borrell, ou bien est-ce ça l'enfer qu'on fait vivre aux autres? L'Occident, c'est ça. Cette attitude, justement, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence dans la lutte globale contre le terrorisme dans le monde? Au fond, finalement, le terrorisme, c'est une manière de désigner un certain type d'adversaire institutionnel sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire que lorsqu'un pays identifie des adversaires institutionnels ou bien même informels sur le plan sécuritaire, ce pays a le droit de les désigner comme terroristes. Parce que finalement, la lecture et la définition du terrorisme n'est pas universelle. Et les groupes terroristes sont finalement fonction de perspectives géopolitiques d'un État. C'est les conséquences qu'on va tirer de cette situation. C'est-à-dire qu'au sorti de là, la Russie a librement, a légitimement le droit désormais de ne pas s'émouvoir s'il y a un Charlie, s'il y a un nouveau Charlie Hebdo. C'est-à-dire que s'il y a un attentat en plein Paris, la Russie a le droit de ne même pas s'émouvoir et peut-être même de lancer des petites piques dans le sens de dire « Ah, enfin, vous avez aussi eu votre malheur ». C'est dans ça, on rentre dans une époque de cynisme, mais c'est une époque qui préfigure ou qui rappelle les conditions de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et une situation où les États étaient devenus insensibles au malheur des autres. Et même certains souhaitaient que les autres connaissent une faillite de leur propre État. Donc on rentre dans les conditions d'une guerre mondiale et on n'est pas loin. Vous savez, mon argument est clair, nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. Vous l'avez toujours dit. Et l'Afrique donc, quelle est la principale leçon, par là nous sortons, qu'elle devrait tirer de ces attentats, de cet attentat de Saint-Pétersbourg, mais surtout de ce silence que vous avez qualifié de complice de l'Occident collectif? L'Afrique tire une leçon majeure. Aujourd'hui, il n'y a plus une géopolitique de la naïveté qui consiste à s'aligner moutonnièrement sur les logiques d'un État, quel qu'il soit. Désormais, l'Afrique doit apprendre à agir de manière froide et sereine en regardant ses intérêts droit dans les yeux. Si il y a attentat dans le monde, ce n'est pas parce que les médias traitent la question comme étant un attentat que nous devons systématiquement reprendre cela à tous les niveaux. Même nos médias. Nos médias peuvent décider eux aussi de ne plus parler de certains attentats. C'est désormais une logique dans laquelle nous devons rentrer définitivement. C'est-à-dire, il y a attentat à Paris, il y a attentat à Londres. Si celui qui ne regarde pas les médias de Londres, de Paris ou de Washington, nous ne présentons pas les attentats en Afrique. Nous considérons que puisque les attentats n'ont pas lieu en Afrique, eh bien, ces attentats ne menacent pas les Africains. Et donc, ça ne nous concerne pas. Il faut d'abord que les Africains intègrent désormais cette donne des relations internationales qui a été mise, érigée en modèle par l'Occident. Nous allons tous adopter ce modèle. Et puis, il y a l'autre. L'Afrique doit tirer des conséquences pleines et entières. C'est que dans le combat que l'Afrique est en train de mener pour son émancipation, l'Afrique ne doit pas s'attendre à ce qu'en face, il y ait des bisounours. Non, nous avons affaire avec des gens qui luttent pour leur propre survie et considèrent que leur hégémonie est l'intérêt supérieur de tous les peuples. Donc, notre libération pour eux est une menace. Donc, nous devons être conscients de cela. Et quand nous abordons la question de notre libération, nous devons donc redoubler d'ardeur et être de plus en plus décidés. Il n'y a que notre décision, sans tenir compte du ressenti en face de nous, qui va nous permettre véritablement de parvenir à notre objectif de libération. Merci en tout cas à Jonathan Batengene d'être passé par ici ce matin pour Foyou Matin. C'est moi qui vous remercie. Je souhaite à tout le personnel une excellente journée et tous ceux qui nous regardent
vraiment restez scotchés For You Matin. Voilà, c'était le mot de fin et nos programmes se poursuivent. C'est la matinale informative sur les antennes de For You Média Africa.